Chers amis, soyez bienvenus à cette série de la nature de l'homme et ce sujet sur la sexualité et la psychologie humaine. Et je profite de l'occasion pour donner la bienvenue à Itamar. Bonjour et bienvenue au sujet. Bon, la semaine dernière, on a parlé de plein de choses. On avait parlé du processus de typification sexuelle. Et donc, on va reprendre un peu le schéma qu'on a fait la semaine dernière. Donc, on a l'amour entre le père et la mère, Eros plus Agapé. Et donc, il y a l'enfant qui naît et il va prendre son père comme modèle et il va développer un amour purement Agapé parce qu'il n'a pas encore l'âge pour développer l'amour Eros. Il n'a pas la Il n'a pas la maturité. maturité. Oui. C'est une question de maturité aussi, de biologie, hein. Donc, il va développer l'amour Agapé agapé pour sa mère. pour sa mère. Et donc, il va grandir et qu'est-ce qui va se passer? Et ben, il y aura un développement naturel, normal de la sexualité. Et donc, il va grandir. Il va avoir une référence, en fait, c'est un réflexe, que ce soit conscient ou inconscient. Il va se rappeler de sa relation avec sa Il maman. va associer. Et donc, oui, il va faire associer Il va associer sa mère à la à, mujer, à la femme. Pardon. Mhm. Il y a l'espagnol qui s'échappe de partout. Et il va associer sa mère à la femme qu'il rencontre. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un conseil qui est donné. Si vous voulez, je dis à mes filles, si vous voulez savoir si l'homme avec lequel vous allez partager votre vie vaut le coup, il faut voir comment il se comporte avec sa maman. Mhm. Ben oui, c'est important, mais bon, pas une règle infallible. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, il va développer l'amour Eros plus Agapé. Donc, ça va être une Un amour relation équilibré. équilibrée. Voilà, c'est ça. Et donc, dans le cas de la C'est femme, la même chose. la même chose mais à l'envers. Donc, la femme rencontre l'homme. Donc, pareil, il y a une fille qui naît et crée cette relation vis-à-vis de sa maman, puisqu'elle lui ressemble Physiquement. physiquement. Donc, va la prendre comme modèle. Voilà, elle devient une femme, développement normal Normal de de la la sexualité. sexualité, et on rencontre un homme. Elle va se rappeler de la relation qu'elle avait tissée avec son papa, Association. association entre son père et le futur mari, et donc il va développer Amour Eros plus cet Agapé. amour complémentaire. Alors, ça c'est important de comprendre. Donc ça c'est la façon dont ça doit se passer. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Oui. Et donc, il y a une formulation, parce que ceux qui nous suivent au niveau de la chaîne, il y a beaucoup de sujets qu'on a sortis en espagnol à ce sujet, c'est la méthodologie biblique, et qui s'applique aussi à ce sujet. Et beaucoup pourraient me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, la méthodologie biblique, avec ce sujet-là? Bon, qui a inspiré la Bible? C'est Dieu. C'est Dieu. Et qui a inventé la méthodologie Et biblique? Dieu aussi. C'est Dieu aussi. Et qui a créé l'homme? Dieu aussi. Donc, on est sa création. Donc, sa création, elle est régie par les mêmes principes de tout ce qu'il a créé. Et donc, on peut le voir, ce principe de méthodologie est valable aussi dans la nature. Et donc, le, la formulation correcte est, Naturel représente le spirituel. voilà, Mais le naturel n'est pas le spirituel. c'est-à-dire que le naturel est différent du spirituel. Donc, la formulation au niveau de l'enfant et son parent, c'est que l'enfant représente Représente son son père, père, mais l'enfant mais n'est pas l'enfant le est père. différent de son père. Ouais. Différent parce que au niveau de l'âge, même s'il grandit, il sera différent de son père. Il va ressembler à son père, il va être une image de son père, mais il sera jamais égal à son père. Et quand il est enfant, bah, il n'est pas égal parce qu'il n'a pas la maturité pour avoir une hypersexualisation. Et donc, c'est pour ça qu'il est différent. Donc, il développe un amour vers sa mère qui est un amour différent de celui de son père. Pourquoi il est différent? Parce que l'amour que son père a pour sa C'est mère, c'est Eros quoi? plus Agapé. Voilà. Et, Et en étant enfant, c'est envers sa mère, ça sera juste de l'Agapé. OK. Donc, on a parlé la semaine dernière de différents cas
dysfonctionnement de ce processus de typification sexuelle. Et donc, on a aussi dit que il y a autant de modèles de défaillance que des personnes. Hein. On pourrait Oui. passer des années à étudier chaque cas avec des particularités, des schémas un peu différents les uns des autres. Mais juste pour l'explication, on voulait choisir deux exemples. Donc, il y en a un qui est lié en fait à un processus normal de typification sexuelle, parce qu'en fait, on a expliqué par exemple que les femmes, Elles se en fait, les filles, les petites filles, ils traitent leur papa comme un bébé, souvent. Et donc, ça, c'est très mignon. Mais en fait, c'est parce que la maman, il traite son papa aussi comme un bébé. C'est comme ça. C'est la tendresse. Mais en fait, quand une femme quand elle... traite son mari comme un bébé, c'est bien, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a des moments où le mari, il s'attend à que la femme il le traite comme son mari et pas comme un bébé, surtout quand il faut prendre des décisions, quand il faut faire des Et choses. la femme, quand elle tombe amoureuse, elle se comporte comme une mère et l'homme comme un enfant. Et à son tour, la femme, elle attend de son mari que lui se comporte comme un papa pour elle. Pas un papa en termes d'autorité, mais en termes de soutien, en termes d'amour, en termes de relation. Donc ça, on est câblé comme ça. C'est comme ça qu'on a été fait. Et il y a des moments où ça génère des petits soucis. Donc, on a deux textes bibliques et je vais inviter Itama à le lire. Donc, on a Éphésiens 5, versets 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est intéressant comme texte. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque d'égalité, donc il y en a beaucoup qui voudraient carrément effacer ce texte, ou le modifier et écrire et chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme aime son mari comme elle-même. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non, Et pourquoi c'est différent? parce que c'est adapté à chaque Chaque situation? non, Chaque cas? à chaque cas, oui. Oui, certainement. Vous voyez, le cas typique de la femme qui dit à son mari, mais euh, fais ça, fais ceci, fais cela, et commence à lui donner des ordres par-ci, par-là. Comment l'enfant? L'infantilise. On appelle ça l'infantilisation de l'adulte. Et c'est de la maltraitance. On est d'accord, ce qu'on avait dit dans le dernier sujet, c'est la maltraitance. Et donc la femme, elle va traiter son mari comme un enfant et il ne va pas aimer. Donc ça va générer des conflits. OK? Et à un moment donné, il s'arrive fatigué, quoi. Voilà, il me prend pour un bébé, ou quoi. Effectivement, c'est agréable, mais pas tout le temps. Mais le problème, c'est que la femme, elle dit, mais et moi qui le fais pour lui, Ouais. si je n'étais pas derrière lui pour qu'il fasse les choses, il ne les ferait pas, c'est un incapable. Et en fait, la femme, elle est convaincue qu'elle fait du bien, parce que c'est son schéma psychologique qui l'amène à réagir de telle ou telle manière. Mais c'est pas bien dosé, on va dire. Et c'est pour ça que le respect est important, parce que c'est une forme d'irrespect de traiter un homme adulte comme un bébé. Oui, dans certains moments d'intimité ou sur certains moments neutres où il ne faut pas prendre des décisions, il ne faut pas exécuter des actions importantes, pourquoi pas? Mais pas tout le temps, et quand c'est tout le temps, ça devient de l'irrespect. Donc ça, c'est pour ça que le conseil est donné à la femme. Aimer, elle va naturellement aimer, parce qu'elle va avoir tendance à materner le mari. C'est la tendance naturelle. Donc, Dieu, il n'a pas besoin de donner ce conseil à la femme. Il est programmé pour ça. Par contre, le mari, alors, qu'est-ce qu'on dit de la testostérone? Voilà, c'est l'hormone de la sexualité et de la violence. De la violence. Quelqu'un qui a beaucoup de testostérone, il va devenir très agressif. Donc, et personne n'ignore que les animaux, quand ils sont en période de reproduction, Oui. les mâles deviennent extrêmement agressifs. Que ce soit tous les mammifères, ils deviennent agressifs, même les primates, les reptiliens, ils deviennent très agressifs au moment de la reproduction, même des poissons.
devient agressif. Pourquoi? Parce que c'est sous l'effet de la testostérone. Donc, l'homme, il a tendance à être plutôt rude, fort. Les brutes de décoffrage, être, oh là là, lever la voix et parler fort. Et donc, quel est le conseil qui lui est donné? D'aimer sa femme. Aimer sa femme Non, un petit peu mieux. bah, Quel est le jusqu'à niveau? donner sa vie pour... Jusqu'à donner sa vie. C'est son limite, non? Donc, c'est extrêmement important pour le mari d'apprendre à aimer sa femme comme lui-même, à même donner sa vie pour elle. C'est-à-dire à être tendre, à l'aimer, à la traiter avec amour, respect. Dans les deux notions du respect, mais le mari, on lui dit, il faut aimer. La femme lui dit, il faut respecter. Respecter, oui. Donc ça, voilà, c'est adapté à la situation de chacune. Donc, je sais qu'il y a certainement des femmes qui, en ce moment, ils devraient être en dire, ah, celui-là, il connaît rien. Mais c'est pas, le mien, il est vraiment un bébé. En tout cas, c'est le conseil qui est donné. Et ce n'est pas le seul. On trouve un autre texte. Dans Colossiens 3, versets 18 à 19. Mhm. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Mhm. C'est un texte assez Ouais, c'est controversé. ça. Donc, effectivement, là, on va dire que c'est le même conseil qui est répété une fois de plus, mais on dit, la femme, soyez soumise. Ça veut dire quoi? Ça crée beaucoup de polémiques, ce texte. Oui, Il a été utilisé par des machistes. machistes pour dire que les femmes doivent être soumises, obéir tout ce que l'homme dit. Est-ce que c'est ça qui est en train de dire ce texte? Non, ça parle justement de ce qu'on a parlé dans le texte précédent, de la femme qui a tendance à infantiliser son mari. Et donc, Et donc, un enfant est soumis à sa maman. oui, à la fois, Seulement c'est bien que ça. il faut pas qu'elle oublie que c'est son mari, c'est son partenaire, c'est pas un enfant. Donc voilà, elle doit rester en équilibre. Moi, je suis convaincu que l'homme et la femme sont égaux en droit, en respect, en dignité. Ça, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas machiste, je ne suis pas féministe. Malheureusement, le féminisme a fait en sorte que les femmes, ils utilisent la même idéologie que les hommes pour s'imposer sur le sexe opposé. Et ça, c'est mauvais. Bah, c'est né, le féminisme est une conséquence du machisme. Exact. Mais c'est égal, parce que le féminisme, c'est la version féminine du machisme. Ouais. C'est la discrimination le dans le... machisme qui maltraite en quelque sorte les femmes, le féminisme qui maltraite en quelque sorte les hommes. Voilà. Alors, il y a des statistiques sur la maltraitance physique qui est minoritaire de la part des femmes vis-à-vis des hommes. Mais bon, cette minoritaire, c'est relatif parce que les statistiques, en fait, ils ne sont pas précises pour une raison simple, c'est qu'en général, les hommes, ils ont beaucoup de mal à admettre qu'ils sont maltraités par leurs femmes. Mais pourtant, ça existe. Mais il y a aussi, le fait que les femmes, ils ont tendance à utiliser de la maltraitance psychologique vis-à-vis des hommes. Et l'homme, il a plutôt tendance, il y a des exceptions, hein, mais il a plutôt tendance à utiliser la violence physique. C'est par sa condition physique. Ah oui, surtout qu'il y a beaucoup plus de maltraitance envers les femmes et surtout qui conduisent à la mort. Exact, parce que la maltraitance physique peut conduire à la mort. Alors, la maltraitance psychologique aussi. Mais en fait, les statistiques, ils sont mal bordés parce que c'est très difficile d'évaluer la maltraitance psychologique. Il n'y a pas un suivi sérieux là-dessus. Mais il faut savoir aussi que la maltraitance psychologique peut amener à la mort par suicide. Aussi. Mais en général, quand il y a des maltraitances aussi vers les femmes, c'est aussi psychologique. Parce que ça va ensemble, ces deux paires. Mais de toute façon, la maltraitance physique devient aussi psychologique, par définition. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme, il va jusqu'au physique et la femme a plutôt tendance à rester sur le psychologique, la manipulation, l'humiliation, etc. Donc ça, c'est... Voilà. Sur ce sujet, on va avoir tout un sujet sur la maltraitance. Comment identifier la maltraitance, le type de maltraitance, psychologique, sexuelle, financière, etc., etc. Donc, il y a différents types de maltraitance.
Donc, l'idée, c'est que vous puissiez l'identifier et savoir comment régler ces problèmes. Donc, le dernier conseil, donc, Marie, aimez vos femmes et, et ne vous exercez pas contre elles. OK? Et donc là, on voit une image d'un homme qui crie sur sur une femme. Et donc, la femme est l'attente de son homme, de son mari, qui réagit comme un père. comme un père, dans la virilité. Oui. Mais qui dit virilité, Mais surtout dans l'amour il et dit pas agressivité. dans Hein. l'amour et la tendresse. C'est-à-dire, la virilité, ça implique quoi? Bah, d'être par exemple un bon père, être un bon exemple, un homme doux, Oui, un homme responsable, responsable, être à l'écoute, être à l'écoute. Oui. accompagner, protéger, aider, etc. Donc, c'est ce que la femme, elle attend de son mari. Parce que dans sa représentation mentale de la relation de couple, elle a l'exemple de son père, la relation qu'elle a tissée avec son père. Et donc, elle souhaite reproduire cette relation avec son mari. Et c'est normal, on est fait comme ça. Mais il dit, Marie, ne vous exercez pas contre elle. Les agressions, ce sont des questions, que ce soit verbales, physiques, etc. Et puis il y a aussi les femmes, les maltraitances. Et là, l'homme qui supplie, elle fait l'indifférente. Donc c'est beaucoup plus de, on va dire que c'est beaucoup plus douce et subtil la maltraitance des femmes vis-à-vis des hommes que le contraire. Mais c'est quand même de la maltraitance. Donc voilà. Concernant les définitions, bah, on parle de machisme, féminisme. Moi, je dirais que je suis pas machiste, je suis pas féministe. Alors, je suis quoi? Équilibriste. Ce serait le terme équilibriste. Je pense qu'il faut être au milieu. Il faut être centré sur ce que Dieu a établi. Ce que l'homme et la femme, ils sont égaux en dignité, en capacité, en droit, etc. Mais ils ont un rôle quand même différent dans la famille, dans leurs relations avec les enfants, etc. Je ne vais pas dire par là qu'une femme ne peut pas exercer n'importe quel métier. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Une femme, elle a le droit, s'il le souhaite, d'exercer n'importe quel métier. C'est respectable et c'est défendable. Euh, pareil comme un homme, il peut aujourd'hui, hein, en France en tout cas, on a beaucoup d'avancées dans ce domaine. C'est qu'aujourd'hui, un homme, il peut posséder des congés paternité Oui, et s'occuper des enfants. oui. Et ça, c'est une C'est une belle grande avancée. C'est très important. Quoique, il faut que pendant la tendre enfance, l'enfant puisse être avec sa mère. Parce que la relation, l'image mentale de la relation enfant-mère, que ce soit une fille ou un garçon, c'est important dans la construction. Soit. Mais la présence de père est extrêmement importante aussi. Donc ça, c'est une belle avancée C'est-à-dire qu'ils sociale. peuvent être tous les deux en congé. Après, je ne sais pas si d'un point de vue légal, c'est possible de faire en même temps, mais bon, je vais me renseigner, je vous dirai ça la prochaine fois. OK. Non, on m'a dit que c'est pas Soit OK. On me confirme que je viens de dire une bêtise, soit l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Alors, quoi s'ils sont les moyens, dans l'idéal, ça serait bien. Mais bon, effectivement, donc d'un point de vue légal, c'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de machisme, je me suis souvenue d'une information en Espagne, Oui, justement. Ils ont sorti une loi comme quoi, lorsqu'une femme a ses règles, elle peut prendre un congé, comme si elle était en congé maladie. oui, Et moi aussi, je trouve que c'est quand même une grande avancée. oui. Oui, surtout que des fois, les femmes, ils Elles sont sont très discriminées, gênées. elles sont Ils discriminées. sont très gênés dans leur travail par cet état qui est un état naturel. Et puisque la femme est différente de l'homme, l'homme n'a pas ça. Oui, Donc, du coup, elles sont je ne vois discriminées pas dans pourquoi les l'emploi. femmes ils seraient pénalisées dans leur travail par une fonction biologique qui est naturelle. Voilà. Donc, le fait d'avoir cette liberté pour pouvoir s'absenter du travail le temps que ça passe, c'est une belle avancée, oui, effectivement. Donc, on va parler du deuxième dysfonctionnement, qui est un dysfonctionnement assez connu et il y a beaucoup de parents qui rigolent quand ils voient ça, le complexe d'Oedipe. C'est quoi le complexe d'Oedipe? C'est l'enfant qui tombe amoureux. Ah, c'est l'enfant qui tombe amoureux de ses parents. Enfin, le garçon de sa mère et la fille de son père. Exact.
Bon. Donc, on va essayer de faire le schéma et puis Tamara va nous écrire. OK. Donc, on a la légende, donc amour agapé plus éros comme dans l'autre schéma. On a l'amour agapé, amour éros, donc égoïste. Et là, il y a un petit changement. Donc, on a l'hypersexualisation de l'enfant. Donc, c'est plus le développement de la sexualité normale. Et encore un autre changement. Donc, l'adulte, là, n'est plus un modèle pour l'enfant, mais c'est un rival. Ça devient un rival. Il devient un rival. OK. Donc, on va représenter le schéma. Donc, on a le cas de l'homme qui rencontre sa femme, il y a l'amour agapé plus éros, il y a l'enfant qui naît. Mais là, il y aura une hypersexualisation. Et donc, de ce fait, l'enfant va voir en son père un rival et va développer un amour éros envers sa mère qui est encore immature, mais c'est quand même de l'amour éros. Mhm. Et donc, il va grandir et il n'aura pas comment dire? Ce modèle. Il n'aura pas ce modèle d'amour agapé envers sa mère et de plus, il n'y a pas d'empathie nécessaire pour avoir de l'amour agapé et donc il va développer aussi de l'amour éros vers son partenaire. Ça se termine en général très très mal. Hein. Un divorce. Oui. Et nous avons présenté la semaine dernière et la semaine avant-dernière dans le sujet, nous avons expliqué que quand il y a l'hypersexualisation arrive chez l'enfant, ça lui bloque dans un processus. C'est quel processus? Le développement de quoi? De l'empathie. Exactement. Donc, l'empathie n'est pas développée. Déjà qu'il a un niveau très bas. Naturellement. Naturellement, il n'est pas développé. Il n'est pas développé parce qu'il est immature. Donc, il ne va pas développer son empathie. En fait, ce processus de développement de l'empathie, l'enfant, il va l'apprendre avec sa mère. OK? Si c'est un garçon, si c'est une fille, bah, avec son père. C'est pour ça que, vous voyez, les filles en général, ils sont très attachées à leur papa et les garçons aux mamans. Mais c'est normal, ça fait partie de la façon dont nous sommes constitués. Et donc là, le même processus de l'autre côté. Donc, on a la femme qui rencontre son mari, amour éros plus agapé, il y a la petite fille qui naît. Et donc, hypersexualisation, encore une fois, de l'enfant. C'est ce phénomène Lolita. Et de l'autre côté, on avait un Lolito. Et ensuite, donc, rival de sa mère. Et développe l'amour éros encore immature envers son père. Exact. Et donc, grandit, rencontre un homme. Et comme elle n'aura pas eu d'exemple, on va dire, de modèle d'amour agapé dans son enfance, et ben, elle va développer juste de l'amour éros, qui est un amour égoïste. Voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve en dysfonctionnement. Donc, c'est le complexe d'Édipe, il ramène et ça conduit à un dysfonctionnement profond dans l'âge adulte. Alors, le complexe d'Édipe, il peut, ça on ne l'a pas dit dans le sujet en espagnol, mais je vais essayer de me rappeler la semaine prochaine. Mais le complexe d'Édipe, quand il est poussé à l'extrême, il peut amener à une désocialisation de l'enfant et une attirance malsaine de l'enfant vers sa mère, même à l'âge adulte. Il y a beaucoup d'adultes qui sont dans ce cas, ils sont complètement bloqués. Ils doivent suivre des psychothérapies pour débloquer ce mécanisme et pouvoir les libérer pour construire des relations plus ou moins saines avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment un dysfonctionnement qui peut être grave. Ça fait rire hein, le petit garçon qui est jaloux de son père parce que son père, il embrasse sa mère et il est jaloux. Il fait un caprice. Il dit, ah, regarde, il est jaloux. Et ça fait rire. Hein. Alors que c'est quelque chose de grave. Ça indique qu'il y a un dysfonctionnement. Et donc, cet enfant, il doit être en train doit être exposé à des images ou des informations, des influences qu'il ne devrait pas. Donc, c'est quand même grave. Donc, ça, c'est des signaux d'alerte que nous, on lance. Si vous identifiez ça chez vous, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les faire dans les commentaires de la vidéo. Donc, comme on a fait dans la dernière, dans le premier modèle, donc le modèle, on va dire, des bases, modèle saine, on a fait une formulation méthodologique
Et là, il y a une méthodologie qui est contraire à la méthodologie naturelle, qui dit que le naturel est égal au au spirituel. spirituel. Donc ça pose des problèmes. C'est que l'enfant hypersexualisé, c'est considéré comme un égal et rival De son père de son père. ou de sa mère. Ou si c'est une fille, voilà, de De sa sa mère. mère. Et donc, le résultat, c'est une relation dysfonctionnelle. Donc ça, c'est l'explication à beaucoup de dysfonctions à l'âge adulte Mais maintenant que je viens dans le couple. de me rappeler quelque chose, c'est qu'il y a aussi le cas où la mère ou le père est jaloux de son enfant. Bah, ça peut arriver que le père et la mère soient jaloux de son enfant si le père et la mère aiment son partenaire avec un amour éros. D'accord. Donc ça, c'est un signe qui ne se trompe pas. Ouais. Si un parent qui est jaloux de son enfant, c'est qu'il n'a pas l'amour agapé. Il n'a pas développé. Et d'ailleurs, c'est les enfants qui, dans le complexe d'Édipe, si on pourrait étendre, parce que ce schéma, on peut le faire en forme cyclique. Si on le fait en forme cyclique, on va voir que l'enfant qui a passé par le complexe d'Édipe, en général, il va générer d'autres enfants, d'autres générations. Donc, c'est le mal. En fait, c'est une malédiction qui va aller d'une génération à une autre. OK? Et donc là, on a des textes, on a un texte important qui est traduit, donc, Review and Herald du 27 juin 1899. Et c'est un texte important à ce sujet. Ok, le texte dit: Parents, si vous ne donnez pas à vos enfants l'éducation que Dieu a fait votre devoir de leur donner, vous devrez rendre compte des résultats. Ces résultats ne se limiteront pas à vos enfants. Tout comme les épines qui sont autorisées à pousser dans le champ produisent une récolte selon leur espèce, de même les péchés résultant de votre négligence travailleront à ruiner tous ceux qui entrent dans la sphère de leur influence. Wow. C'est puissant. C'est puissant. Parce qu'en fait, il y a souvent le cas des enfants qui vont partir en colonie de vacances ou des vacances chez des membres de la famille. Et pendant ces vacances, bah, ils ne sont pas sous la surveillance de leurs parents. Et d'autres enfants, un peu plus mûrs, vont leur apprendre à faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Donc les petites filles vont se maquiller. Et ça fait rigoler tout le monde. On trouve ça trop mignon. En fait, c'est le phénomène Lolita qui a un impact négatif dans le développement de l'enfant. C'est que sa capacité d'empathie va être réduite, va être entamée, et son développement il va être entravé et ça va générer forcément des dysfonctionnements. Donc ça, c'est beaucoup de parents comme moi qui voient ça d'un mauvais œil, ils sont souvent critiqués. Mais finalement, les résultats sont là. Et quand on évite ces genres de choses, on évite pas mal de problèmes à nos enfants. Et là, on a 12 images d'hypersexualisation des enfants, qui est un phénomène très courant aujourd'hui. Donc, on a parlé longuement les semaines précédentes sur le phénomène Lolita, qui est un vrai problème, une vraie problématique des sociétés aujourd'hui. Donc, on va passer maintenant à la section des questions-réponses. Il y en a eu, pendant la vidéo précédente qu'on a enregistrée en espagnol, on a eu pas mal de questions qui ont été recensées. Et donc, tu les as? Que se passe-t-il lorsque les parents n'ont pas donné le bon exemple à l'enfant ou s'il y a eu une maltraitance physique ou psychologique? C'est la même question que la semaine dernière. Oui, Et donc, il y a différents types de réactions possibles. Tout dépend de la personnalité de l'enfant. exact. Donc ça dépend de la personnalité de l'enfant. Je pense que chacun il va réagir différemment. Et puis, chaque situation est aussi unique. Parce que ça dépend de la relation, le niveau des mauvais exemples, parce que ça peut être de la maltraitance physique, hein, du père vers la mère, vers les enfants, de la maltraitance de la mère vis-à-vis de son enfant, etc. Donc ça, en fonction du type de maltraitance et le mauvais exemple qui aurait été donné, ça peut être un père alcoolique, qui peut être un mauvais exemple. Donc, il y a des enfants qui vont être tentés de suivre cet exemple, donc ils ne vont pas faire résistance morale à cet exemple, ils vont décider de suivre le même schéma, et donc c'est un schéma qui va se répéter probablement pendant plusieurs générations. Mais ça peut être aussi un enfant qui va dire, je ne vais pas suivre cet exemple, je vais faire tout le contraire.
Et donc, ça peut donner différents résultats. Ça dépend la personnalité de l'enfant et, et aussi les circonstances précises de ce qu'il est en train de vivre. Mais en tout cas, ce que nous présentons ici ne prétend pas être un schéma qui est applicable dans l'État à toutes les situations. On présente les grandes lignes de ce sujet et chaque cas peut être analysé et puis il faut faire appel à un professionnel. C'est pour ça qu'il y a des conseillers, il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine pour pouvoir accompagner les gens, pour pouvoir comprendre les mécanismes mentaux qui sont derrière leur comportement ou leurs troubles de comportement ou leurs troubles relationnels. Et une fois que la personne prend conscience de ce mécanisme, ben, il peut effectivement poser des actions pour pouvoir le corriger. Donc la deuxième question, c'est l'amour Eros plus agapé se voit affecté lorsque l'un des parents est absent? Ah oui, ça c'est une question classique. Hein. Donc en général, quand c'est une mère qui est célibataire ou si son mari est mort, donc une veuve, bah, en général, l'enfant peut avoir l'exemple d'un autre couple dans sa famille, donc par exemple ses grands-parents Oui, ou des oncles, tantes, ou exact. même la famille du défunt donc peut être présente et donc il aura toujours un modèle dans lequel se baser. Et ça, c'est un élément important parce que, une fois de plus, il n'y a pas de règle précise. Hein. Ça peut générer des problèmes. Hein. Et ça génère des problèmes en général. Mais il y a des exceptions où l'enfant, il a eu un soutien, effectivement, comme l'a dit Itamar, et un modèle. Mais ça peut se faire aussi par un autre schéma. C'est le schéma de la mémoire. Oui. Parce que on peut avoir de la mémoire génétique, une partie de notre mémoire, de nos expériences qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est dans le subconscient, qui sont liées à notre code génétique et qu'on hérite de l'histoire de sa famille. Mais Aussi les souvenirs. il y a les souvenirs de l'enfance, mais il y a des souvenirs qui sont acquis. C'est quoi les souvenirs acquis? Par exemple, quand on a nos parents qui prennent une photo et ils nous montrent, ah oui, nous on a été à tel endroit, on a fait ceci, c'est là. Et quand tu étais petit, tu ne te souviens pas, mais on a fait ça et ça et ça. Il y a des gens qui ont l'impression de se souvenir des choses quand ils étaient vraiment bébés. Et en fait, c'est une mémoire qui est acquise par les récits, par la transmission, de la connaissance de la part des personnes qui ont vécu ces situations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est relativement simple si on s'applique. On peut avoir des photos facilement parce qu'aujourd'hui, on prend des photos numériques comme Et rien. des Quoi. vidéos. Ça coûte rien. On prend des vidéos, ça coûte rien. On peut le faire à tout moment. Et donc, les gens, ils sont des grands consommateurs des clips vidéo. Et moi, ce que je conseille aux parents, c'est surtout garder une bibliothèque de souvenirs pour vos enfants quand ils arriveront à l'âge à l'adolescence. C'est important qu'ils puissent se référer à leur passé, des moments positifs, mais aussi des moments un peu critiques, ça peut aider aussi, et qu'ils puissent avoir un référentiel sur leur passé. Donc ça, c'est important. Et donc, ça peut être une mère qui est célibataire Ou un père. ou un père célibataire qui va montrer à son enfant voilà, ce qu'il a vécu avec sa femme avant qu'elle soit décédée, par exemple, s'il est veuve, ou faire référence, par exemple, à sa relation avec ses parents. Donc, ça peut être aussi une façon. Et si on utilise un support visuel, comme des photos, des vidéos, ça peut aider aussi. Donc, voilà, ça peut constituer un palliatif, pas complet, mais un palliatif à cette carence relationnelle pendant l'enfance. On a aussi la dernière question. Et pour les enfants qui ne sont... Non. Et pour les enfants qui sont dans les orphelinats, ils apprennent l'exemple de la personne qui a de l'autorité, le professeur, le directeur. Oui, ça c'est une bonne question. Parce qu'en général, ces enfants, ils ont des problèmes. Ça, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de valeur, au contraire. Hein. Ce sont des personnes qui doivent être soutenues, doivent être aidées dans leur développement. Mais effectivement, un éducateur, ça peut être une aide et c'est super important qu'il y ait un soutien. Mais ça ne peut jamais remplacer le papa. Parce que Les parents. là, dans le processus de typification sexuelle, il faut qu'il y ait une relation entre les deux personnes qui servent des modèles.
Et s'il n'y a pas une pré-relation, ça ne marche pas. Dans le cadre de, par exemple, les enfants qui sont placés en famille d'accueil, ça peut aider, à condition que la famille d'accueil soit fonctionnelle. Parce que là, encore, il y a beaucoup de familles d'accueil qui reçoivent leur agrément et qui sont des familles dysfonctionnelles. Je ne comprends pas comment est-ce qu'une famille dysfonctionnelle peut recevoir un agrément pour être famille d'accueil. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais quand la famille est fonctionnelle et qui prévoit, peut donner un exemple ou un modèle solide pour l'enfant, ça peut effectivement l'aider à se reconstruire. Il aura beaucoup de traumatismes. Il y a des enfants qui ont été traumatisés et envoyés d'une famille à une autre, qui ont été traités un peu comme un objet. Personne n'en voulait, bah, je t'envoie l'enfant, tu t'en occupes, après, bah, non, je suis fatigué, c'est mon tour de me reposer, je te l'envoie. C'est un objet gênant qu'on doit traiter. Et c'est un problème qu'on doit traiter, et l'enfant devient un problème. Et avec le temps, l'enfant, dans sa tête, devient un problème. Bah, déjà, bah, c'est ce qui arrive. La majorité des psychopathes, des tueurs, c'est des. Si on voit comment on dit? Profil. Leur profil euh, psychologique, c'est des personnes en carence d'affection Oui. et surtout de la part des parents, en fait, Voilà. dans leur tendre enfance. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est vrai ce qu'il dit Tamar, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les, tous les enfants qui ont des carences affectives ne deviennent pas des psychopathes. Oui, exactement. C'est ça, heureusement. Ça, Parce que sinon, ouais. sinon Euh, on serait pas nombreux dans ce monde. oui. Hein. Mais effectivement, En fait, c'est pour montrer que c'est ça un, provoque c'est un élément parmi des d'autres. dommages. Hein. Ça provoque des dommages Oui, ça provoque des dommages. Mais il très y a aussi importants. les tendances naturelles liées aux facteurs génétiques. Donc, chaque enfant il peut développer, selon son profil génétique, il peut développer plus un comportement qu'un autre. Donc ça aussi, c'est écrit dans nos gènes. On a des tendances naturelles, mais qui peuvent être modelées par l'exercice des facultés supérieures. Voilà, c'est la dernière question. Oui, c'était la dernière question. Bon. Merci pour vos questions, merci pour l'intérêt porté à ce sujet. En tout cas, je vous remercie pour suivre cette série. La semaine prochaine, on se voit pour un autre sujet qui est très important, qui concerne aussi les enfants et qui, j'espère, va vous aider. Et en tout cas, que Dieu bénisse votre curiosité et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.